Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial et très actuel, l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Ce sujet est devenu un enjeu majeur, notamment après le sommet pour l'action pour l'intelligence artificielle qui s'est tenu en février à Paris. Lorsqu'on parle d'IA frugale, le sommet mondial pour l'action sur l'IA constitue un tournant, car pour la première fois, la transition écologique était aussi au cœur des discussions de ce sujet technologique. C'était l'occasion de rappeler que l'usage des IA demande énormément d'énergie, de matières premières et d'eau. Heureusement, il existe des façons de faire face à cette problématique. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Anna Medan, chef de projet IA à l'AFNOR. Une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Anna. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être venue. Pour commencer, du coup, tu peux nous dire un peu plus ce qu'est l'AFNOR en quelques mots et quel est toi ton rôle à l'AFNOR ? L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. On est une association loi 1901 qui a pour but de rassembler toutes les parties prenantes de secteurs différents pour les mettre autour d'une table et s'assurer que les standards et les normes qui sont créés conviennent à tous. Moi, au sein de l'AFNOR, je suis chef de projet normalisation. Je m'occupe opérationnellement de la gestion de commission de normalisation et je suis notamment sur les sujets intelligence artificielle et sur les aspects éthiques et environnementaux de l'intelligence artificielle. Avant de parler peut-être des solutions pour limiter l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, est-ce que tu peux revenir sur les effets directs et indirects de l'IA sur l'environnement et bien sûr peut-être aller au-delà des simples gaz à effet de serre ? Oui, effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus un sujet d'intérêt pour ces impacts environnementaux de l'IA. Au début, on parlait beaucoup de carbone, puis on a pu se parler d'eau, de consommation d'eau. Aujourd'hui, aussi, des questions se posent sur l'utilisation de ressources type minerais et métaux rares. Donc effectivement, on ne peut pas se cantonner à un seul type d'impact. On va avoir notamment l'épuisement des ressources naturelles, le changement climatique, donc notamment via l'émission de gaz à effet de serre, consommation et prélèvement de la ressource en eau, notamment pour refroidir les centres de données pour que les ordinateurs puissent continuer à fonctionner correctement, mais également l'acidification des océans, l'émission de particules fines qui sont aujourd'hui, tous ces impacts-là, c'est issu des recherches sur les limites planétaires. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut regarder en termes d'impact direct. Ensuite, la création, la fabrication et l'utilisation d'intelligence artificielle, comme beaucoup de technologies de l'information qui sont très facilitatrices et qui peuvent aussi servir parfois à faire baisser les émissions, par exemple, de gaz à effet de serre d'un certain produit. Quand on a un certain produit, on va avoir des effets un peu pervers, donc on peut appeler des effets indirects. Je pense que les auditeurs auront pas mal entendu parler de l'effet rebond, mais c'est crucial en fait aujourd'hui dans l'impact environnemental des intelligences artificielles. C'est le fait que améliorer l'efficacité d'un système, notamment par l'intelligence artificielle qui peut faire ça très bien, peut entraîner une augmentation de son utilisation exponentielle qui vient annuler complètement la première efficacité énergétique qu'on avait eue. Et évidemment, le fait de créer toujours des nouveaux systèmes, ça accélère complètement le phénomène d'obsolescence aujourd'hui qu'on a sur les matériaux, sur les infrastructures. Et ça, c'est aussi un effet indirect auquel on pense pas forcément, mais qui a un énorme impact sur l'environnement. Là, on a parlé donc des effets directs, indirects de l'IA, mais on parle aussi beaucoup d'IA générative. Nous, on sait qu'il y a une étude du Capgemini Research Institute qui est sortie dans laquelle les dirigeants, à 42%, disaient qu'ils allaient devoir ajuster leurs objectifs climatiques. Est-ce qu'il y a finalement une différence entre IA et IA générative ? Alors, effectivement, la différence, on va dire, qu'on peut faire entre des IA, on va dire, classiques peut-être d'optimisation, des algorithmes d'optimisation, de recherche d'anomalies, de computer vision et des IA génératives type grand modèle de langage, c'est deux choses, je pense. Première chose, c'est un besoin en ressources énergétiques pour l'entraînement de ces modèles-là qui est immense.
Et deuxième chose, c'est plus, on va dire, dans le design de ces produits. Ils ont été designés pour être extrêmement simples d'utilisation, être extrêmement agréables et satisfaisants à utiliser. Ce qui fait que, on parlait donc du coup des usages, mais voilà, ça facilite tellement les usages que du coup l'inférence, c'est-à-dire le moment où on pose une question, il y a tellement d'inférences que ça vient aussi gonfler derrière l'impact et le bilan finalement environnemental de ces IA génératives. Donc c'est l'adoption par le plus grand nombre qui finalement change l'impact. Exactement. Et c'est une adoption par un grand nombre qui a été voulu par les personnes qui l'ont créé, par les personnes qui ont créé ça, ils ont fait un produit extrêmement simple et satisfaisant à utiliser, mais qui derrière consomme énormément plus qu'une recherche Google, par exemple. Tu fais partie de l'équipe qui a développé le référentiel général pour l'IA frugale, autrement appelé la SPEC 2314 de l'AFNOR. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'elle contient, parce que c'est assez gros, et comment elle a été développée ? Oui, effectivement, c'est un beau morceau. C'est un peu plus d'une centaine de pages. En fait, c'est donc une AFNOR Spec. C'est un document, on va dire, assez opérationnel et plus libre dans sa forme qu'une norme classique. Un référentiel, on va dire, pour mesurer et réduire l'impact environnemental des IA. C'est un document qui va poser des premières briques de consensus. Consensus, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup à l'AFNOR. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on arrive à prendre des décisions. Et en fait, il nous manquait du consensus aujourd'hui sur la définition même de une IA frugale ou de la frugalité de l'IA. Et en fait, donc, on a réuni plus de 130 organisations autour de la table, que ce soit des associations, des groupes de chercheurs, des universités, des entreprises, des startups qui sont vraiment très spécialisées dans l'impact environnemental des IA, des startups ou des entreprises utilisatrices d'IA, acheteuses d'IA, pour se mettre d'accord sur ce que ça voulait dire la frugalité de l'IA. Donc déjà, des premières définitions sur ce que c'est, ça a été un gros travail et c'est en fait une première, en tout cas au moins européenne, si ce n'est mondiale, sur ce sujet-là. Ensuite, une fois qu'on a les bonnes définitions sur ce que c'est que la frugalité de l'IA, on est allé développer et décliner cette définition-là en des équations, en tout cas une méthode de calcul qui serait agnostique, qui ne serait pas liée à un certain type d'IA ou un certain type de technologie, mais justement une méthode de calcul qui pourrait s'appliquer à tous les types d'IA. Et enfin, derrière, énorme travail terrain d'un groupe de travail, un sous-groupe de travail qui est allé chercher toutes les bonnes pratiques qui existent aujourd'hui dans l'industrie, parce qu'ils n'ont pas... L'industrie et les entreprises n'ont pas attendu l'AFNOR pour mettre en place ces bonnes pratiques-là, que ce soit par des contraintes budgétaires ou des contraintes de RSE. Et donc, ça a été un gros travail d'aller chercher ces bonnes pratiques-là au sein des entreprises, les synthétiser en 31 fiches qu'on a ensuite taguées en termes de où dans le cycle de vie de l'IA se situe cette bonne pratique, à qui elle s'adresse au sein des équipes. Est-ce que c'est plutôt les équipes achat, les équipes data IA, et même au sein de ces équipes-là, quel rôle sont concernés par cette bonne pratique-là. Et ensuite, un classement de ces bonnes pratiques par, on va dire, efficacité, à quel point elles permettent d'avoir des gains de frugalité et à quel point elles sont faciles à mettre en œuvre. Donc en fait, derrière, on a un beau tableau qui permet de se dire quelles sont les 5 actions à mettre en place le plus rapidement possible si vous voulez faire un premier pas vers une démarche IA frugale. Alors Anna, afin de mieux te connaître, je te propose une petite interview baptisée « Hors norme ». Le principe est simple, je vais te poser des questions sur les moments les plus forts de ton parcours. On commence avec ta plus belle rencontre professionnelle. Ma plus belle rencontre professionnelle, je pense, c'est Lina Ismail, qui est donc la personne avec qui j'étais en binôme à l'AFNOR et c'est le projet sur lequel j'ai démarré. Elle m'a tout montré, en tout cas au début, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ta plus grande galère professionnelle? Alors, ma plus grande galère professionnelle, je pense que ça a pu être quand on a des gros problèmes de consensus. Justement, parler de consensus, ça s'est très bien passé sur l'AFNOR Spec, sur le référentiel général pour l'IA frugale. Ça se passe beaucoup moins bien sur d'autres sujets, par exemple sur l'intelligence artificielle, dans laquelle il y a beaucoup d'enjeux.
Et ça aujourd'hui au quotidien, ça reste ma première galère. Et ton plus beau succès? Le projet sur lequel j'ai le plus de retours et sur lequel j'ai encore des invitations alors que ça fait 8 mois qu'il est publié, c'est ce référentiel général pour l'IA frugale. Je pense c'est un document qui est arrivé au bon moment et sur lequel j'ai été entourée de personnes qui ont fait un travail extraordinaire pour faire sortir ce document dans un temps record, 6 mois, pas plus, quoi. Oui, ça va rester d'actualité un petit moment. Oui, en tout cas, moi, pour l'instant, je sens pas le soufflet retomber, quoi. Revenons justement au référentiel. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le référentiel il va impacter les professionnels qui utilisent l'IA dans leur quotidien? Et je parle des développeurs d'IA. Effectivement, donc on parlait surtout des bonnes pratiques à la fin. Je pense que c'est ça la partie du référentiel qui va le plus les impacter. S'ils le veulent, ça reste vraiment un cadre de référence très volontaire. On va dire la notion la plus importante et dans ce référentiel-là, ça va être de toujours se poser des questions à chaque étape du cycle de vie. La première étape du cycle de vie, c'est est-ce qu'on a besoin de faire un projet IA? Est-ce qu'on est en train de nous demander on veut faire de l'IA pour faire de l'IA, ou est-ce qu'on est en train de répondre à un besoin et comment mieux y répondre? Est-ce que c'est par l'IA ou est-ce que c'est par une autre solution pourrait prendre, en tout cas être moins contraignante sur les ressources avec un niveau de performance similaire? Donc en fait c'est là qu'on voit que c'est la différence entre une IA efficiente et une IA frugale qui vient s'immiscer dans la vie de professionnels de l'IA. C'est-à-dire que efficience, c'est un peu ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on se met une contrainte sur les performances. Il faut que notre modèle il soit performant à tel point et on va essayer de baisser au maximum les ressources utilisées pour arriver à ce résultat-là. Frugalité, on va déplacer le compromis sur les performances. En fait, dans un monde fini, on a des ressources finies. Du coup, la contrainte, elle se pose sur les ressources. Et derrière, comment on fait pour arriver à un niveau de performance satisfaisant. Donc, c'est là, la différence, elle est clé. Et en fait, se poser les questions à chaque étape du cycle de vie, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose qui soit fait. Souvent, on s'arrête après l'entraînement. L'IA continue sa vie après l'entraînement. Il y a l'inférence, il y a comment le design aussi de notre produit d'IA peut être ajusté pour justement inciter les usagers à pas forcément l'utiliser pour des raisons qui seraient futiles. Et enfin, évidemment, penser à la fin du cycle. Également aujourd'hui, comme c'est des technologies très nouvelles, on y pense peu, mais comment gérer la fin de vie d'une IA. Oui, c'est ça, c'est se repositionner dans un monde où les ressources ne sont pas infinies et comment on s'adapte finalement à ça. Selon toi, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place avant de lancer un projet? L'important, ça va être d'installer une culture frugalité au sein de l'entreprise. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, culture d'entreprise, mais en tout cas, c'est surtout sensibiliser par peut-être des formations. Il y a plein de moyens de le faire. Il y a aussi des moyens un peu plus contraignants, c'est-à-dire de mettre un budget ressources, avec un budget évidemment financier à côté, mais un budget ressources pour dire, avant de lancer ce projet, vous allez avoir tant de ressources, par exemple, si on fait de l'équivalent de carbone. Donc en fait, vraiment mettre ça en tête à toutes les étapes du cycle de vie, pour moi, c'est la bonne pratique qui va avoir le plus d'impact. Et si jamais le projet est déjà lancé, donc ça n'a pas forcément été pensé au départ, comment on fait pour se rattraper? Alors, il y a aussi pas mal de bonnes pratiques vraiment là-dessus dans le référentiel. On va avoir notamment une fiche qui va parler de comment mettre les produits d'IA qu'on développe ou les services d'IA qu'on développe, qui sont déjà développés au sein de l'entreprise sur étagère, pour pouvoir ensuite réutiliser des briques et pas forcément aller réentraîner des modèles alors qu'il y a déjà des choses de faites. Des analyses de besoins aussi pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière optimale. Et puis évidemment, des techniques de réduction vraiment des données, du pruning, de la distillation. Est-ce que tu as déjà eu du coup des retours d'entreprises ou d'organisations gouvernementales peut-être qui suivent le référentiel ? Ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup depuis quasiment depuis sa publication en juillet 2024. On n'a pas forcément énormément de retours terrain, mais c'est quelque chose qu'on va devoir mettre en place pour faire un retour d'expérience de ce qui se passe et
et voir finalement quelles bonnes pratiques sont les plus appréciées. Est-ce que ça a changé des mentalités, cette terminologie efficience, frugalité? Je pense que ce serait super intéressant. Par contre, autre chose qui se passe avec ce référentiel, donc nous, AFNOR, on est dans la normalisation, dans la standardisation. Aujourd'hui, on est très impliqué dans la standardisation de l'AI Act. Et donc ce document-là, ce référentiel général-là, a été traduit en anglais et aujourd'hui sert de base pour une future norme européenne sur les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. On pourra en reparler prochainement alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Anna d'être venue nous expliquer un peu mieux ce référentiel. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.